Avant les likes, les abonnés, les vidéos, il y avait juste une femme. Une jeune femme qui écrivait dans un carnet tous ses rêves. Des rêves qu'elle ne pensait pas pouvoir réaliser parce qu'à l'époque, rêver c'était ce qu'on faisait la nuit, pas ce qu'on faisait le jour. Elle avait 1000 questions sur la vie, sur le chemin, sur ce qu'on devenait quand on ne trouvait pas sa place. Elle ne savait pas encore qui elle était, mais elle sentait au fond d'elle qu'elle avait autre chose à offrir au monde que juste se lever, faire semblant et rentrer dormir. Ce vlog, c'est l'histoire d'une voix qui ne veut pas disparaître. D'une voix qu'on a souvent fait taire en lui disant qu'elle était trop entière, trop impulsive, trop émotive, trop intense, trop tout. Et pourtant jamais assez. Alors dans ce dernier chapitre de ma trentaine, j'ai décidé de vous partager tout ce qui me touche, tout ce qui me traverse, tout ce que j'ai envie de transmettre et surtout de vous raconter mon histoire. Donc laissez-moi déjà vous dire qui je suis. Aujourd'hui, on est le 23 mai, j'allais dire 1986, pas du tout, 2025. Et je commence clairement à écrire le dernier chapitre de ma trentaine. Alors, ça fait un peu glauque, dit comme ça, parce que dernier chapitre, c'est pas celui de ma vie, hein, c'est seulement celui de ma trentaine. Mais c'est une réalité. Donc, je suis née, évidemment, le 23 mai 1986, comme je l'ai dit sur TikTok, parce que personne ne me croit là-bas. Mais ouais, je suis née le 23 mai 1986, sous le signe du Gémeaux. Girl. Et quel beau gros bébé. Quel beau bébé. On est sur un truc un peu mastoc. Déjà, à la base, je voulais pas sortir du ventre de ma mère, il faut le savoir. J'étais prévue, je crois, pour le 21 mai, et je suis restée jusqu'au 23. À l'époque, on laissait pas les bébés longtemps, parce qu'on avait peur. Donc, on m'a tiré de force avec les forceps. Voilà, on s'est dit non. Alors elle, on sent que c'est le genre de nana qu'il va falloir bousculer un peu dans sa vie. Peut-être que c'est ça, le point de départ. Je devrais peut-être faire une thérapie pour ce truc. Ça, c'est du grand moi, je vais encore m'égarer 1000 fois, mais ouais, j'écris le dernier chapitre de ma trentaine. Et j'en suis super fière. Je le vis pas comme un truc, tu sais, horrible en me disant « Oh mon Dieu, je vais avoir 40 ans, mais c'est la fin des haricots !» Non, je le vis pas du tout comme ça. Je le vois comme le début d'une nouvelle histoire et qui a l'air encore plus cool que les autres. Parce que, alors, il y a plein de gens qui n'aiment pas, enfin qui ont très peur ou du moins qui diabolisent la quarantaine. Mais alors moi pas du tout. J'ai pas du tout aimé ma vingtaine, j'ai trouvé ça trop nul. Les gens adorent leur vingtaine parce que pour eux ils sont dans la fleur de l'âge, alors qu'en vrai pour moi ils sont juste dans un conditionnement humain. On leur a dit que là c'était bien et qu'après c'était la merde. Et donc du coup voilà. Alors que moi on m'a rien dit. Clairement déjà, et c'est surtout que j'ai grandi avec que des femmes, et j'avais mon arrière-grand-mère, ma mère, et ma mère et ma grand-mère m'ont principalement élevée, et franchement j'ai eu autour de moi toute ma vie des femmes extrêmement fortes. Alors c'est bon et pas bon si on doit rationaliser le truc avec le recul. Pourquoi ? Parce qu'en fait tellement forte que on montre pas ses émotions, on n'a pas le droit de faiblir, on doit être toujours forte, alors que ce qui est marrant, c'est que depuis l'adolescence, j'ai toujours dit, en tout cas à mes proches, je veux être celle qui va briser ce truc. J'adore ma mère, hein, mais je veux pas lui ressembler. J'adore les femmes de ma vie, mais je veux pas être elle. Elle m'inspire, mais je veux pas. Je veux être moi, et je veux briser ces chaînes de dire que ça va tout le temps, hein, même quand ça va pas, tu vois. Non, bah en fait, non, quand ça va pas, et foutez-moi la paix, hein, tu vois. J'ai toujours eu cette volonté-là de me dire non, j'ai pas envie d'être comme elle, je veux pas la même vie qu'elle. Et j'ai bien vu que j'aspirais pas aux mêmes choses, tu vois, et même, on m'a souvent pris pour un alien dans ma famille. On s'est dit, elle nous inquiète un peu, pourquoi elle veut pas prendre un CDI, tu vois. Le fait d'avoir grandi qu'avec des femmes incroyables, et incroyablement fortes, et franchement, sincèrement, des guerrières, bah, je me suis toujours qualifiée, je les ai toujours perçues comme des guerrières. Je me suis souvent qualifiée comme guerrière parce que je sais mener une guerre, mais aujourd'hui, je veux plus mener de guerre, en fait. Je veux plus. Je veux être dans la paix. Ça veut pas dire que j'aurai pas d'épreuves de vie, attention, mais doucement les guerres. Doucement. J'en ai marre d'être un soldat, chef de capitaine, tout ça là. Non, merci. Et c'est vrai que j'ai grandi avec des femmes incroyables et inspirantes autour de moi, tu vois. Donc c'est vrai que je pense que c'est ce qui a fait aujourd'hui la femme que je suis. Et c'est une réalité. J'ai décidé de faire cette série de vidéos accompagnées de podcasts tout simplement parce que j'avais des choses à dire. J'avais envie de les dire. Et surtout, je voulais expliquer aussi tout ce qui peut se passer. Parce que tu sais, tout le monde parle de crise de la quarantaine. Mais pour moi, ça veut à la fois dire plein de choses et rien du tout. Dans les séries que tu regardes, t'associes la crise de la quarantaine au mec ou à la meuf. Donc le mec qui va péter les plombs, s'acheter des voitures de sport et tout. Et la meuf qui va décider de sortir tout le temps parce que voilà, elle veut profiter de la vie, parce que machin, nan. Je pense qu'en vrai, c'est pas ça la crise de la quarantaine dans ma vérité.
Je pense que le cheminement de la quarantaine, ou du moins l'arrivée ou les quelques années au début de la quarantaine, c'est plus ce questionnement sur qu'est-ce que je veux réellement de ma vie. C'est des vraies questions de vie. Tu as une certaine maturité que tu as accumulée au fur et à mesure du temps, et là tu te poses des vraies questions. Tu sais, quand tu es dans la vingtaine, tu crois que t'es éternel, que la vie, t'as toute la vie devant toi. La trentaine, en fait, tu commences principalement à faire des enfants, à beaucoup voyager, à avoir des jobs où tu vas beaucoup sortir, tu vas chiller, tu vas kiffer ta vie de célibataire ou de mère ou de compagne, peu importe, mais du coup, t'es dans une euphorie, puis comme t'as un peu plus de budget financier que dans la vingtaine, t'es dans un truc, tu sais, quand même qui est fast life, encore plus aujourd'hui. Et quand t'approches la quarantaine, tu te rends compte que il y a plein de choses que t'as faites, dont du coup maintenant t'es saoulé, que t'as plus envie de faire. Tu te rends compte que finalement on n'est pas si éternel que ça, encore plus dans la génération dans laquelle on vit, parce que t'as ton entourage, t'as tes amis autour de toi, certains tombent malades, d'autres ont des épreuves de vie incroyables à vivre. Toi aussi tu en vis des tremblements de terre, des séparations, des batailles, enfin tu vois, il y a plein de choses, et en fait il y a une espèce de perspective différente. Parce que le schéma, finalement, c'est le même. C'est juste là où tu te places qui te permet de visualiser. Et finalement, c'est comme si t'avais un espèce d'accordéon comme ça. Et quand tu le regardes, toi, de face, tu le vois comme ça. Mais finalement, l'accordéon, c'est ton chemin de vie. C'est la même chose. Mais toi, tu changes de place tout autour qui te donne une perspective différente de cette réalité-là. Là, en fait, au début, t'as 20 ans, t'es là, et à 40, t'es ici. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'es là, peu importe, par rapport à ton espérance de vie, que l'on ne connaît pas, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as une perception différente de la vie et des envies différentes. Et les enjeux sont différents, finalement. Et c'est ça, pour moi, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. C'est pas une crise, c'est finalement une remise en place de toutes les pièces du puzzle. Et tu sais, je parlais de ça avec une pote à moi il y a pas longtemps, où on parlait de la quarantaine et tout, etc., etc. Elle me disait, ouais, mais beaucoup plus jeune que moi. Et elle me disait, mais franchement, la quarantaine, ça fait peur. T'as mal partout, t'as ceci, t'as cela. Et puis t'as ci, t'as ça. Je dis, attends, pause. Je crois réellement que 40 ans, il y a un bouton. Parce que, genre, 40 ans, le jour des 40 ans, t'appuies sur un bouton. Ok, alors là, t'auras mal là, t'auras mal là, t'auras mal ici, t'auras ce problème-là, t'auras ça comme problème de santé. Non, c'est pas le bouton des 40 ans. C'est toute l'hygiène de vie que tu as donnée à ton corps de 0 à 40 qui s'impacte aujourd'hui. Oui, le corps se dégrade, entre guillemets, évolue, se diminue en collagène ou en acide hyaluronique par exemple, ou vieillit. Ça, c'est une réalité. Ok, le corps vieillit, donc il se dégrade. Très bien. Mais vraiment, si t'as pris soin de toi pendant ta vingtaine, ta trentaine, ta quarantaine, normalement, chill. T'as la vie qui suit son cours avec le procédé du vieillissement qui avance petit à petit, mais pas d'un coup comme ça, un interrupteur parce qu'il y a écrit 40 sur ta carte d'identité. C'est juste que souvent, pendant la vingtaine, tu crois que t'es invincible, donc t'es là, tu bois, tu fumes, tu sors, tu dors pas, tu fais n'importe quoi, tu fais pas attention à tes énergies, tu laisses n'importe qui rentrer dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton vagin, et après, tu te rends compte que oui, tout ça, ça a un impact. Et souvent, c'est pas l'année suivante ou les 2 années suivantes ou les 3 années suivantes. Ça va être peut-être 10 ans plus tard que t'as fait vivre ça à ton corps pendant 9 ans. Et du coup, au bout de 10 ans, il est là, genre, même si ça fait 1 an que t'es en mode healthy girl, clean girl, il te dit, non, par contre, tu m'as saoulé, tu m'as fatigué, là, j'aime pas ce que tu m'as fait vivre. En fait, c'est ça. Moi, dans ma vérité, ce que je considère être ce truc de choc des 40 ans, c'est qu'à 40 ans, t'as un truc qui se passe dans ta tête, mais ton corps, il est encore en mode vida loca. La vida loca, c'est bien, mais l'excès n'est jamais bon, quoi qu'il en soit, tu vois. Ce mindset-là qui est en train de s'opérer en moi et qui est en train de se passer, et je trouve que il y en a pas beaucoup qui en parlent, et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils le vivent pas encore, en fait. Et comme ils le vivent pas, ils peuvent pas en parler, ce qui paraît logique. Alors évidemment, ce n'est que ma vérité, comme je le dis tout le temps, et en rien une vérité absolue, mais j'avais envie de partager une année dans un peu ce qui se passe, tu sais, dans le cerveau de quelqu'un qui est dans sa 39e année et qui se dit, voilà, l'année prochaine, j'ai 40 ans. Et voilà, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Dans cette aventure, dans ces podcasts qui seront présents chaque dimanche, où je me suis écrite 39 lettres
Alors évidemment, le but, c'est pas de juste écouter mes lettres qui parlent de moi, vous le savez, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de partager une expérience de vie et de vous dire la vérité, en fait. Ma vérité, du moins. Puisque une vérité n'est pas une vérité absolue. C'est juste la mienne, mais je sais que c'est aussi une vérité dans laquelle beaucoup de femmes se reconnaissent. Et c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Donc voilà, il y aura des moments de joie, des moments un peu plus durs. Parce que moi, je sais ce qui arrive, pas vous. Mais en tout cas, c'est des histoires vraies. C'est des vraies histoires de femmes comme vous, en fait. Et ouais, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de vous en dire un peu plus. Je sens qu'il y a des épisodes qui vont être un peu durs. Un peu durs, ouais. Mais vrai. Donc voilà. Ouh, ça va être sport. Bon, les gars, je suis dans un parking et j'attends quelqu'un. C'est vrai que quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je me suis dit, mais qui de mieux que lui pour vous parler de moi? Vraiment, qui de mieux que lui pour vous parler de moi? Parce qu'au début, je me suis dit, ma mère, ma grand-mère, mais bon, elles vont dire quoi? Oui, voilà, c'était une petite fille, c'était un bébé très gentil, qui ne bougeait pas. Elle nous a fait son premier caca dans le pot, on était toutes fières d'elle. J'avais besoin d'anecdotes, pas forcément plus croustillantes, mais quelqu'un qui avait des dossiers, parce que c'est ça qui est drôle. Et même des dossiers que moi-même, j'ai oubliés. Et je me suis dit, tu sais quoi, en vrai? Très peu le savent, je l'ai seulement dit dans les podcasts, mais j'ai 2 frères, donc avec ma mère, 3 frères du côté de mon père, mais j'ai aussi un frère. J'ai grandi avec lui, il a habité chez moi, donc chez ma mère, donc on a vraiment grandi ensemble, hein, c'est pas juste un meilleur ami, c'est vraiment un frère puisqu'il a habité chez moi, ma mère l'a pris sous son aile et l'a pris comme un fils. C'est lui qu'il faut dans la vidéo, Fabio Salsa. Et non, il s'appelle Ernest. Ernesto. Ernest est d'une lenteur folle, il m'a dit j'arrive. Regardez-moi, c'est quoi ce star? Oh là là. Mais qui est-il? Il veut quoi lui? Bref. Bon les gars, alors vous devez certainement vous demander ce que je fous ici. On est dans les studios de la Créa Familia, sans vouloir faire de jeu de mots pour le coup. Vous savez pas, mais vraiment on est chez la Familia. Concrètement, là on est passé du tout au tout, hein. C'est-à-dire que j'étais chez moi en mode chill, ma petite caméra sans prétention aucune, et là on est sur une super grosse production. Alors je vous ai parlé tout à l'heure dans la voiture de quelqu'un que je voulais absolument vous présenter, qui fait partie de ma vie, de mon enfance, et qui à mon avis pourra vous donner les meilleures anecdotes sur qui je suis réellement. Est-ce que ça a une grosse introduction comme ça pour une si petite personne? Je plaisante. Allez, ça commence. Allez, ça commence. Ça tire à balles réelles déjà. Je vous présente mon frère. Ernesto, Fabio Salsa. Don Ernesto. Voilà, c'est pas juste mon frère, c'est-à-dire que c'est vraiment mon frère. On a grandi ensemble, il a habité, ma mère l'a élevé, enfin en tout cas a fait partie de son évolution. Et elle lui a pas torché les fesses, mais presque. Moi j'ai des petits os. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être tellement drôle finalement d'avoir ces anecdotes, et moi j'ai cru qu'on allait faire ça genre à la bonne franquette comme tout le reste de cette vidéo, mais non, on l'a fait à la bonne franquette version la Créa Familia. Après ça reçoit la sista, c'est normal. Tu vois. Non mais mec, moi j'ai dit ça ici là, c'est ma nouvelle maison. Tu vois. Alors, oui bah moi c'est Ernest, hein. Comme vous l'a dit, c'est ma... Waouh. Ouais, bah, c'est Ernest, clap de fin, merci. Clap de fin, Ernest s'est présenté. Mais non, bah bon, comme elle vous a dit, c'est vraiment ma sista. Il se trouve que quand j'étais au collège, comme ça peut arriver à beaucoup de monde, hein, j'ai traversé pas mal de problèmes de famille et je me suis retrouvé chez la sista, sa maman très géniale qui m'a accueilli. Et c'est surtout parce que cette folle était devenue ma meilleure amie au collège. Ouais. On se voit pas souvent. Hein. Non, on se voit pas souvent. On se voit vraiment pas souvent. Ouais. Alors il faut savoir que Ernest à la base, donc moi et une autre amie d'enfance, enfin Afef, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes stories, mais rarement aussi parce qu'elle habite à Nantes. Oui. Et donc Afef et moi, on était dans la même classe, on se connaît depuis le CE2 et c'est vraiment genre ma sœur aussi. Et donc Ernest s'est greffé du coup à notre duo pour en devenir un trio, mais à la base parce qu'on se moquait de lui. Pourquoi? Non, attends, pause. On parle pas d'harcèlement scolaire, hein, parce que là on dirait un truc, on se moquait de lui. Les méchantes c'était nous. Non, c'est que on avait un mec dans notre classe qui arrivait tous les jours en retard. Donc moi. Non, mais alors quand je vous dis tous les jours en retard,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que je suis amie avec Patty, qui est une de mes potes aussi, une de mes sœurs qui est toujours en retard, my God. Mais cela dit, ce mec, donc vous voyez, on commence à 8h. Tous les jours, il commence à 9h. Et on était en cours et on le voyait arriver. Non, là, mais tu sais, dans le plus grand calme. Vous avez bien compris. Non, normalement, vous voyez, 9h, c'était, dans ma tête, c'était comme si c'était 8h. En réalité. 9h dans ma tête. Mais non, en fait, moi, j'étais nonchalant. En réalité, c'est ça le truc. J'ai toujours été un gamin nonchalant. Mais écoutez, hein, j'avais des problèmes avec les horaires. Non, mais des gros problèmes avec les horaires. Des problèmes, des petits. Non, mais attendez, on parle d'une année scolaire. C'est-à-dire qu'au début, le mec, il est dans notre classe et ça nous fait rire. Mais au bout d'un moment, on s'est vraiment dit, ah, c'est pas juste une erreur, c'est un choix. C'est un choix, c'est une décision. En fait, le mec, vraiment, et je vous assure que même les profs ne se battaient plus. Même à la récré. Non, mais personne ne se battait avec lui. J'arrivais en retard. On le voyait arriver, puisqu'on avait, surtout quand on avait cours d'histoire géo, et notre première heure, c'était l'histoire géo. En fait, c'était toujours la même classe située au même, Ah ouais. Oui, on te voyait arriver. Par la fenêtre. Oui, par la fenêtre. Le gars, il marchait comme ça. Par la fenêtre. Il écoutait la musique. Donc ouais, le genre de gars qui n'avait pas de problème dans sa vie, et là tu te dis, ok. Sauf que finalement, il en avait plus que prévu, et donc du coup, il a atterri chez nous, chez moi, chez ma mère. Et là... C'est là qu'il a appris à me connaître pour de vrai. Et là, c'était le début de l'aventure. Franchement, ouais. j'en garde un super souvenir. On s'est eu au téléphone il y a 2 semaines, et souvent, comme des vieux, on aime bien parler du passé. Et il a remonté à la surface des souvenirs que j'avais oubliés. Comme le fait de frapper, de donner beaucoup de coups de pied. Alors, je tiens à préciser. Lala, c'était comme ça. Je me prenais pour Chun-Li. En fait, ouais. C'est comme ça qu'elle est. Pour Lala, pour te dire, je t'apprécie, c'était sa manière à elle de. Et quand je vous dis les coups de pied, non, mais Lala, franchement. Ouais, bah aujourd'hui, je peux pas parce que je mets beaucoup de jupes. Mais. Ouais, c'est vrai. C'est juste les jupes, hein. À l'époque, je mettais en baggy. Donc, non, c'est vrai que j'avais tendance à partager mon affection pour quelqu'un en mettant à base de... ça et ça. Ah, ça, ouais. Ah oui, ça voulait dire je t'aime. Cela dit, ça veut toujours dire je t'aime, hein, mais... Ça, c'était tous les jours, ça. Ouais. On m'appelait Exhibit. J'avais une photo dans ma chambre d'Exhibit. Tu te rappelles? Le grand poster en noir et blanc. Et c'est vraiment pas des blagues, elle se prenait pour Exhibit. Parce qu'en fait, je vous explique. On faisait tous de la musique. Donc, vous comprendrez un peu pourquoi je suis autant passionné par la musique. Yes, on faisait... Non. No, yes, that niggas. Yeah. Ouais. On n'a pas d'audio, on n'a pas de vidéo, donc on fera genre qu'on n'a pas ça, entendu. Par contre, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on a fait des concerts. T'étais là quand on est parti faire la tournée au Maroc? Non, t'étais pas là. Ah non, je suis pas venu à Gaza. Ah, on a fait une tournée au Maroc, les gars. Donc, non, vraiment, genre... Enfin, une tournée, tout est relatif, hein. Mais... Vous avez chanté en prison et tout, je crois, non? Il n'y avait pas un truc que vous avez chanté dans une prison? Il y avait un truc... Dans un orphelinat. Mais arrête, vous êtes allé faire une tournée au Maroc, vous n'avez pas chanté dans une prison? Non, on a fait un orphelinat pour les enfants. D'accord. On avait fait un truc un soir, mais mon Dieu, c'était la folie. Percé et tout. Ouais, mais en fait, on faisait partie d'un collectif qui s'appelait Cité Monde. Et on allait tout le temps au studio. Bah, ouais. Et Ernest chantait, et moi, je rappais. Aïe. C'est tout. On s'arrêtera là. Anecdote suivante, s'il vous plaît, merci. Ce que tu oublies de mentionner, c'est qu'on a sorti un CD quand même. Oui, on a... Oh, purée. On a sorti ouais, mais un en CD. fait, là, on a plein d'arguments et on n'a pas de preuves. Moi, s'il y a des gens qui peuvent nous retrouver... Oh non. Je sais que la pochette était verte. L'album de Cité Monde, oui, la pochette était verte. J'avais un single. Mais comment tu ris, mais c'était atroce. Mais à l'époque... Mais non, genre... ça déchirait de fou. Non, mais à l'époque. À l'époque. On faisait des... Mais plus aujourd'hui. On a fait l'Onyx. Ouais, mais ça, c'est des rêves que les gens n'ont pas. On a fait l'équivalent de l'Olympia à Nantes. Ou du Madison Square Garden à New York. Non, j'avoue qu'on avait des scènes incroyables. Mais en vrai... Comment s'appelait le titre déjà? Karim Amour. Ouais, Karim Amour et sa femme, c'était eux qui étaient les propriétaires de l'association, je sais pas comment on peut appeler ça. Et c'était des amoureux de la musique. Et ils voyageaient tout le temps à Cuba, etc., etc. Et c'était vraiment des amoureux de la musique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Finalement, je trouve
Merci Karim Amour, si jamais tu le regardes. Non, mais ça nous a tous permis, parce qu'en fait, on venait tous de quartiers complètement différents de Nantes, et ça nous a permis finalement de pas être dans des choses illicites ou qui auraient pu nous mettre en danger, parce que on était passionnés par la musique, et donc dès qu'on sortait des cours ou dès qu'on avait un jour off, on allait à Cité Monde en fait. Et on voyageait et il nous offrait des opportunités, on avait des projets, il arrivait à nous trouver des scènes incroyables, je sais pas comment, mais il arrivait. Et ça, donc, c'était ouf, hein. ouais, et en fait, finalement, on vivait des choses, franchement, aujourd'hui, que beaucoup de gens aimeraient vivre, alors que ils ont du talent et nous, c'était pas trop ça. On avait le talent d'y croire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et l'intention. On avait en plus le mérite. Ah oui, ça, beaucoup de mérite. Ah oui, alors attendez. Ouais, alors moi, je vais vous terminer si tu veux parler de ça. Ok. Attends. Alors, après Cité Monde, ils ont décidé. En fait, en gros, il y avait un groupe de garçons et une fille, évidemment, moi. Et on avait décidé de monter un groupe. Alors au début, ils ont vu en moi, je vais vous balance. Et encore toi, t'es seul à m'avoir défendu. Les autres arrivent. Au début, ils avaient vu en moi le petit truc qui allait faire la diff. Sauf que dès qu'ils ont eu une opportunité, ils m'ont dégagé, ils sont partis à Skyrock. Ils m'ont même pas appelé. Les gars, ils ont percé. Et ils sont partis à Skyrock. Oui, voilà, parce qu'en fait, en gros, je vous explique. Le Tragédie. Les trucs d'époque. Voilà, Tragédie, le duo Tragédie vient de Nantes. Et du coup, moi, je les connaissais pas, mais c'était des potes à eux. Et donc, Tragédie avait l'opportunité de pouvoir faire croquer des artistes nantais, vu qu'ils étaient au summum de leur carrière à cette époque-là. Oui, et donc, mais parce que vous m'avez têche, bien sûr que je m'en rappelle. Et donc, en fait, on leur a juste dit, il y a un nombre limité. Ils ont dit, virez l'autre là. Tu vois, le patriarcat, ils m'ont têche. Alors qu'en vrai, moi, je pense que j'étais leur Fergie, Black Eyed Peas. C'était grâce à moi qu'ils allaient percer. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut rebondir sur un truc, puisque c'est là où tu as plus d'anecdotes que moi. Moi, j'étais raciste des garçons. Du coup, on pensait que j'étais lesbienne. Ce qui m'allait très bien à l'époque, parce que franchement, j'en avais tellement rien à faire. Mais lui, il avait l'envers du décor. Et moi, pendant que je tapais les gens et que je leur donnais des coups, voilà. Mais moi, je savais qu'il y en avait qui te kiffaient de ouf. Ouais. Mais toi, en fait, toi, à l'époque, ça servait à rien qu'on te dise. Même si je te disais quoi que ce soit, là, tu t'en battais les couilles. T'en avais rien à cirer des gars. Juste après le collège, je pense. Je t'en foutais. Ouais, en vrai, de toute façon, alors, je vais pas dire j'ai été attirée par les garçons, parce que ça a toujours été le cas, mais je pense que je me suis dit, tiens, genre, j'ai le béguin pour quelqu'un à partir du lycée seulement. Et pourtant, au collège, il y avait pas mal de... Ouais, mais non. En fait, à cette époque-là, vraiment, c'était la danse et la musique. Il y a que ça qui m'animait et rigoler. Je voulais que rire. Bon, et taper, du coup, apparemment. Et tes amoureux virtuels. Ah oui, non. Par contre. Iverson. Tyson Beckford. Allen Iverson. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Tous. Il y avait qui d'autre? Tu les aimais tous. Il y avait qui d'autre? T'avais pas Ja Rule aussi? Ah, Ja Rule, ah ouais, si, Ja Rule. Ouais, je pense que j'avais des amoureux virtuels qui faisaient que, du coup, j'avais pas besoin de m'intéresser à ceux qui étaient là. Et qui devenaient réels, surtout. Ouais, j'avais pas besoin. Nous, à l'époque, c'était pas accessible et c'est vrai que j'ai eu très tôt des CD, des DVD, parce que ma mère travaillait dans un grossiste. Donc, j'avais tout en avance. C'est vrai. Ça veut dire que, tu sais, genre, nous, à l'époque, à l'époque, on allait à la Fnac pour écouter les nouveaux albums. Moi, j'avais juste à demander à ma maman de les commander. Et elle les commandait et je les recevais en fait en avant-première. Donc du coup j'avais tout en avance. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas aussi cette attente où t'es amoureux de tel artiste et tu sais que tu le rencontreras jamais. Contre moi, ce que je trouve qui t'a pas quitté depuis, c'est cette énergie. Ah oui. Oui, que tu n'as pas. Non, parce qu'en fait on est dans un contraste. Habiter avec Lala à l'âge de 16 piges. Oh my God. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de... T'as toujours toute cette énergie enfin... Ouais, mais non, j'ai besoin de récupérer maintenant. Non, mais en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez... Alors, quand je dis constant, je me comprends. C'est-à-dire que en termes d'énergie, quand c'est mes proches, je leur donne tout. Donc, du coup, c'est vrai que tu peux m'appeler à 4h du matin. Tu auras l'impression... Lui, souvent, quand il m'appelait la nuit, il me disait, tu dors? Et il s'attendait à, ouais, je dors. C'est genre, ouais, je dors. Mais en fait... Non, mais ça, c'était le pire. Allô, Lala. Ouais, connard, ça va et tout, ouais. Je dis, mais ça va, tu dors. Mais bien sûr, je dormais, connard. Je dis, mais... Ouais, alors, j'avais le gros mot facile. Ouais, non, moi, en fait, à l'époque, j'avais pas de nom. Mon nom, c'était connard.
C'est vrai en plus. En fait, moi, alors, il y a un truc, je savais, tu as toujours été quelqu'un pour qui je ne m'inquiétais pas, parce que tu as toujours été, je sais pas, hyper. Depuis petit, déjà au niveau de la créativité, tu avais toujours ce truc-là qui te faisait. Parce que là, on rigole énormément, mais en fait, tu dénotais bah, au milieu de toutes les petites filles qui nous entouraient à l'époque, quoi. Tu avais déjà ce petit truc-là. En tout cas, un domaine où tu t'exprimes, en réalité. Ouais, en fait, je pense que c'était ça. C'est que j'avais besoin d'un domaine où je pouvais m'exprimer. Et comme ma carrière de rappeuse. De rappeuse. Et de comédienne. Eh, on a fait une comédie musicale. Ah putain, on a fait le Magicien d'Oz. Tu oublies, on a fait beaucoup de choses. Putain, on a fait une comédie musicale et on s'est représenté à la Cité des Congrès de Nantes. Cité des Congrès, ouais. Ouais. Le Magicien d'Oz. Purée. Une histoire sensationnelle. Un voyage aux couleurs universelles. Tu sais que je me rappelais plus de tout ça. J'avais oublié la comédie musicale. Et il y a une période qu'elle oublie de mentionner, la période où on vendait des vêtements. On faisait quoi? Ah oh. Attends, c'est pas avec un mec avec qui j'avais flirté un peu? Ah oui, purée, je l'avais oublié lui. Et t'as oublié le hustling, ouais. J'avais oublié mes crushs de jeunesse. Parce que c'est pas forcément des personnes finalement, quand tu regardes bien aujourd'hui, quand tu dis sortir avec quelqu'un ou avoir une relation ou une histoire, c'était des crushs. Aujourd'hui, c'est l'équivalent des crushs. Des relations platoniques. Ouais, bah oui, parce que. Ouais, c'était. Non, mais alors attends, tu veux que je t'ai déjà dit pourquoi à fond, elle était un peu. Ah, en fait, attends. Je m'en fous des gars. Tu sais pourquoi ça n'a jamais fonctionné avec lui? J'assume, je raconte. En fait, un jour, j'arrêtais pas de dire je suis un garçon, je suis un garçon. Eh, vas-y, c'est bon, je suis un garçon. Aujourd'hui, ça passerait crème. À l'époque, ça ne passait pas. Et du coup, il m'a dit, tu me saoules. Moi, je sors pas avec les garçons, je sors avec les femmes. Donc, dis que t'es une femme, sinon toi et moi, c'est fini. Elle a dit, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, je suis un garçon. Toi, t'es là, tu parles, toi aussi, t'as eu plein d'amourettes. Oh, le bourreau des cœurs. Ah, parce que à côté de ça, moi, j'avais pas envie. Moi, alors lui, ça le grattait là-bas. Oh, waouh! Du coup, on était là, waouh! Alors, vas-y. Non, donc, mais j'étais pas un bourreau des cœurs. J'étais plein d'amour. Un bourreau des... Non, bref. Ouais, j'avais plein d'amour. J'avais de l'amour à revendre. Notre génération, on a eu une innocence qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas. On était connectés et pas connectés. Et si on voulait être connecté, il fallait attendre et on n'avait que 20 minutes de connexion. Voilà. La personne qui avait le plus d'argent prenait le forfait, 3 numéros illimités, chacun payait pour avoir un numéro. Ou alors t'avais illimité samedi, dimanche. Il n'y avait même pas illimité, c'est vrai qu'il fallait donner, il fallait choisir soit... Ça c'est le premier, 3 numéros, SFR, 3 numéros illimités. Ouais. Et du coup, tu négociais avec ta pote. Parce que moi j'avais souvent, mes copines étaient souvent un petit peu plus âgées que moi, donc elles avaient peut-être des fois des jobs, et on négociait pour avoir, genre s'il te plaît, mets mon crush dans un des numéros, t'as pas besoin de plus. Bon, l'avantage c'est que moi je leur coûtais pas trop cher parce que j'avais pas de crush à appeler. Non, mais viens en vrai. viens, ramène ta tête. Viens t'asseoir. Attends. Viens t'asseoir. En voilà un fantôme qui aurait pu être devant la caméra. Hein. Laissez-moi vous présenter une personne supplémentaire. Non, ce que j'ai raconté, je vous ai dénoncé. Ah ouais? Que en vrai, j'étais votre Fergie et vous m'avez têche pour aller sur Skyrock. En fait, on s'est tous connus. Ernest, lui, vraiment, habitait chez moi et tout, etc., etc. Ils étaient chez eux. Mais on s'est tous connus et l'époque Cité Monde, etc., il en faisait partie aussi. Voilà. Et ce qui est très drôle, tu vois, en fait, on était tous des artistes. Il fallait juste qu'on trouve le truc dans lequel on allait s'épanouir. Comme quoi, quand tu parlais de Cité Monde. Mais vraiment. Cité Monde, c'était comme un incubateur, en fait. Moi, je dis, je sais pas ce que je serais devenu sans Cité Monde. Je sais pas ce que je serais devenu sans Cité Monde, en fait. Franchement, ça nous a sorti de plein de choses. En tout cas, ça nous a permis, déjà, étant donné qu'on n'est pas forcément issu de famille avec beaucoup d'argent ou quoi ou qu'est-ce, ça nous a fait voyager, ça nous a fait découvrir, ça nous a ouvert notre... Surtout les veilles artistiques aussi. Ouais, c'est ça en fait. On a eu vraiment une intelligence émotionnelle liée à la musique, à l'art dans toute sa splendeur. J'attendais le mercredi avec impatience parce que il y avait tout. Tu pouvais toucher à la guitare, tu pouvais toucher au piano. Tu pouvais enregistrer autant que tu veux, tu réservais tes sessions studio.
Et puis on passait du temps entre nous aussi, c'était drôle. On passait beaucoup de temps entre nous. Parce que ça réunissait des gens de quartiers complètement différents et peut-être qu'on n'aurait jamais côtoyé ou peut-être qu'on aurait été ennemis, parce qu'à l'époque il y avait des guerres de quartier et tout. Quand je vois d'où on vient, je regarde toujours d'où on vient et où on est aujourd'hui et où toi tu en es parce que c'est de toi qu'on parle. Franchement, une évolution extraordinaire. Mais moi, je te souhaite que le meilleur. Je te souhaite justement continuer dans cette voie-là. Voir derrière un plateau, de voir être host quelque part. Mais j'ai déjà vu, par rapport au dernier truc que tu fais en ce moment, ça va plutôt dans ce sens-là en même temps, je pense. Bah, je pense que, je prends de l'âge et c'est vrai que l'influence telle qu'on la connaît, moi, en tout cas, j'aime ce que je fais aujourd'hui parce que je l'ai adapté à ma personnalité d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que de plus en plus, je ressens le besoin d'être de plus en plus dans le partage et pas juste dans le placement de produits. Vraiment d'être dans le partage et de partager une histoire de vie, une connaissance, une vérité qui est mienne, et pas être juste placement de produit pour placement de produit bêtement. Ouais. Et c'est vrai que j'ai plus envie, en tout cas c'est mon intention, donc moi je trouve que les lieux se prêtent vachement bien à une petite émission. Ouais. Ernesto. Don Ernesto. D'avoir été là. Ernst B. Ah ouais, putain. Ernst B. Ernst B. Et j'avais des t-shirts en tu te vois demain faire nouvelle école, je m'appelle Ernst B. Je me souvenais qu'à l'époque c'était pas mal. Mais pas maison, en tout cas, au plaisir Lalatou. Merci. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Non, mais... Et ce sera la partie quali de la vidéo, parce qu'avant ça... non, mais je te fais confiance, tu fais des choses extraordinaires. Ouais, mais là, quand même, on est sur... Mais attends, quand tu fais 5 ans sans voir ton frère, et que tu reviens voir ton frère, il doit bien te recevoir quand même. Il a bien parlé. Tu vois. Oh, viens, on finit ça comme ça. C'est fini. Oui. Je suis éclatée. Bonjour maman. Bonjour mon cœur, ça va? Elle est pas drôle. Voilà, je savais. Oh waouh, c'est ta ganache? J'ai juste mis du colorant. T'es en train de faire un gâteau Nia? Non, il va voler ma place! Non, Senji! Voilà, un jour férié avec les enfants à la maison et tu te réveilles avec le salon. Bon, ça va. C'est pas trop mal, mais ça c'est Senji ça. Je me cherche aujourd'hui, c'est ici que je me trouve. Enfin, plutôt ici, très clairement. C'est fini. C'est une grande chose. Bon, j'ai bien avancé. Là, j'ai tout le squelette de ma vidéo. Donc là, on a 34 minutes pour l'instant de vidéo. Donc ça, c'est cool. Il y a des rencontres comme ça que tu fais et qui viennent des fois dans les parties les plus sombres de ta vie, tu vois. Et c'est vrai que, en l'occurrence, Isabelle, elle a atterri dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Il y a maintenant 6 ans. J'étais enceinte de Senji, j'étais complètement désemparée, perdue. J'étais triste, enfin je pense qu'elle vous le dira mieux que moi, elle, comment elle me percevait, tu vois, moi je vous dis ce que je ressentais à l'intérieur. Et Isabelle, c'est moi ce que j'appelle un soldat, vraiment un vrai soldat Ryan. Mais elle a vraiment ce rôle de maman, tu vois, quand t'as besoin, quand tu cries à l'aide, ben elle est toujours là. Elle est toujours là. En fait, elle m'apporte vraiment un espèce d'équilibre maternel et un soutien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, elle a le rôle d'une maman. C'est pas juste une amie, c'est vraiment une maman. Donc voilà, c'est ma Isabelle et je pouvais pas faire cette vidéo sans vous la présenter. Donc ouais, c'est ma Isabelle. J'ai rencontré Lala à l'école maternelle de nos enfants. Je l'ai pistée, je l'ai harcelée. Il y a quelque chose chez elle qui m'a attirée et pourtant je savais même pas que tu étais une influenceuse à cette époque-là. Je savais qu'elle avait besoin de moi et j'étais là. Même si elle m'a pris pour une folle. C'est elle était vide, elle était triste, elle était pas bien. Puis
Ça m'a attiré, son aura, notre énergie peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il fallait que j'aille vers elle. C'est tout ce que je savais. Et on s'est parlé devant l'école, les trucs de maman et tout ça, tu vois. Et j'ai gratté. Je te ramène ta fille si tu veux, nanana. Et du coup, au début, ça n'a pas créé un lien. Et puis je lui dis, c'est pas grave, un jour, tu auras besoin de moi. Le jour est arrivé. Allô, j'étais en vacances, j'ai besoin de toi. Elle s'est sentie abandonnée par plusieurs personne. À ce moment-là, je n'étais pas encore son pilier, mais je suis devenue un de ses piliers, parce qu'après, il y en a beaucoup qui se sont rajoutés. C'était naturel. C'est pour ça que j'arrive pas à décrire cette relation. C'est naturel. Je pense que la paix, elle l'a trouvée. Elle l'a trouvée. Pour moi, sa famille aussi, c'est d'évoluer encore. Elle a besoin d'évoluer encore. Pas humainement, professionnellement et dans sa vie perso. C'est tout ce que je pourrais lui souhaiter. Et je l'accompagnerai encore. Je viendrai te saouler, sache-le. Oui, elle est Vinted. Elle a accompli. Il y a beaucoup de choses. Son puzzle, il est en train de se fermer. Il lui reste 3-4 morceaux. La réussite. Les 200K, on vous a dit. Beaucoup de réussite professionnelle parce qu'elle le mérite. Parce que moi, je vois l'envers du décor. Et j'ai participé beaucoup à ça. Je suis fière. Et elle est fière. Réussite professionnelle parce qu'elle se donne à 200%, voire 300%. Et ça, c'est surtout pour moi, pour l'instant, c'est sa réussite professionnelle. Qu'est-ce qui a changé chez Lala en 10 ans? Tout. Sa façon de voir la vie, sa façon de se voir elle-même. Elle a grandi, parce que quand je l'ai connue, c'était un gros bébé. Elle a plus besoin de moi presque. Elle a grandi dans tout, dans le spirituel, dans beaucoup de choses. Mais vraiment, je l'ai vue changer comme si c'était un papillon. Et c'était magnifique. Et c'est pas fini. Ça, c'est surtout ça. Je l'ai vue bébé, grandir, bouder, pleurer, se disputer, taper les gens des fois. Qu'on reste à vie ensemble. Je nous le souhaite. Longue vie, ne prends pas de dépendance, je ne m'occuperai pas de ton prochain bébé, ne comptez pas sur moi. Et la famille. Good morning, encore une nouvelle journée, je crois qu'on commencera toujours dans le lit, parce que vraiment, c'est mon endroit préféré chez moi. C'est vraiment mon endroit préféré chez moi. J'allais dire les jours passent et ne se ressemblent pas, mais en vrai si, les jours passent et se ressemblent cette semaine, parce que entre tournage et montage du vlog, oh j'ai perdu un cil. Ah ouais. Entre tournage, montage du vlog, etc. Là, je dois finir absolument pour vous le poster aujourd'hui. Là, on est vraiment en temps réel, c'est-à-dire que je dois finir le vlog et je le poste aujourd'hui. Vraiment. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Il était un peu particulier. Alors, sachez qu'aucun des épisodes ne se ressemblera. Là, aujourd'hui, je voulais un peu... que vous puissiez un peu plus me connaître, parce que souvent, vous dites que... vous m'envoyez des messages sur le fait que je suis un peu mystérieuse, que à part le podcast, on a du mal à un peu à cerner ma personne. Donc j'avais aussi envie de vous partager des anecdotes que vous ne connaissiez pas déjà. C'est vraiment important pour moi de vous présenter ces personnes-là parce que Isabelle, par exemple, qui a été présente sur les 10 dernières années dans les coulisses, elle a œuvré, elle m'a vraiment aidée et soutenue dans ma vie de femme. C'était vraiment genre ma petite maman et j'avais besoin d'elle et je lui serais éternellement reconnaissante d'avoir été là pour moi, de m'avoir soutenue. Et je sais qu'elle sera là tout le temps, tu vois. Ernest, lui, c'était vraiment mon adolescence. L'idée, c'était de comprendre qui j'étais, d'où je venais, pourquoi je suis autant une amoureuse de la musique, pourquoi, tu vois. Je sais pas si beaucoup savaient qu'avant, je rappais. Donc ouais, c'était important pour moi de vous présenter ces personnes qui comptent dans mon cœur. Il y en a d'autres, mais et vous les découvrirez au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un épisode un peu... égocentré sur ma personne. Je vous invite évidemment à découvrir aussi le podcast qui s'appelle Lettre à la petite fille que tu es. Et là, du coup, moi, je vous lis la lettre que j'ai écrite à la petite fille que j'étais. Mais également, je vous explique comment vous écrire cette lettre pour faire la paix avec la petite fille qui est à l'intérieur. Et voilà, quoi. Mais... je vais me réveiller tranquillement. Franchement, aujourd'hui c'est dimanche, doucement. Je vais vous poster le vlog, mais aujourd'hui c'est dimanche. On se respecte. J'ai plus envie, tu sais, d'être dans la performance. J'ai plus envie d'être dans la performance. J'ai plus envie d'être dans le, tu vois, genre faire pour plaire ou faire pour contenter ou satisfaire les autres. Je veux faire parce que ça me plaît. Et j'espère sincèrement que ce vlog vous plaît et que tous les autres vous plairont aussi. Mais voilà, profitez de la vie. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Profitez de la vie. Et regardez, peu importe votre background, qu'il soit drôle ou qu'il soit dur
ou qu'il soit douloureux, ça a fait la personne que tu es aujourd'hui. Et juste dis merci pour ça. Juste dis merci pour ça. L'avenir est à toi, il est entre tes mains. Donc voilà, prends le temps, prends du temps. Parce que la fast life, c'est bien. Mais la slow life, moi je suis clairement pour revenir à la slow life. Tu vois, on veut tout de suite, tout rapidement, tout là, on veut une livraison tout de suite. J'achète, je vais être livré tout de suite. Franchement, je veux pas de ça. Moi en tout cas, je veux plus de ça. Mais bon, ça, au pire, je vous en parlerai dans le prochain épisode.